Je suis Ibtissam Ouadi Chouchan. Je suis actuellement enseignante en classe préparatoire littéraire, plus particulièrement en charge des spécialistes, et j'enseigne également à l'Université de Lorraine et l'Université de Strasbourg. Alors, quelle est votre spécialité de recherche? Je travaille sur l'Espagne contemporaine, plus particulièrement le théâtre contemporain. Bien. Alors, avant qu'on entre un peu dans votre parcours, hein, que vous nous racontiez d'où vous venez, pourquoi vous êtes venu de là, où est-ce que vous êtes allé, avec quelle intention, etc. Dites-nous quel est le titre de votre thèse, en quelle année vous l'avez soutenue, dans quelle université et sous la direction de qui? Alors, j'ai soutenu ma thèse assez récemment, au mois de décembre 2024. Elle porte sur la représentation de l'altérité migrante, donc dans la littérature espagnole, le théâtre principalement, mais également le roman, de 2000 à 2018. Et c'est une thèse qui a été menée sous la direction d'Isabelle Rec Et donc, qui a été soutenue à l'université. de Strasbourg. Voilà, très bien. Alors, moi maintenant, ça fait depuis un moment que je pose cette question à mes collègues, donc je vais vous la poser à vous. Pourquoi l'espagnol et pourquoi prof? Alors, je pense que prof, c'était quelque chose c'était justement, j'ai tout de suite su que j'allais être prof hein, pour plusieurs raisons. J'aimais vraiment le contact avec les gens et puis j'avais également mon oncle qui est enseignant. Donc, c'est quelque chose qui m'a aussi permis de voir en quoi consistait le métier, même si c'est à l'étranger. Et puis, graduellement, au début, je voulais être prof d'histoire géo parce que je suis quelqu'un de très curieux. J'adore, voilà, l'histoire et la géographie. Et puis ensuite, quand je suis arrivée au collège, j'ai découvert une passion pour les langues. L'anglais, ça n'a pas trop fonctionné. J'étais une bonne élève en anglais, mais en tout cas, le souci, c'est que j'ai pas eu des profs éclairants, je dirais. Et arrivé en quatrième, alors à l'époque, dans ma ville, moi, je vivais dans une petite ville dans le nord-est de la France. L'espagnol venait tout juste d'arriver, donc voilà, on avait à peine une classe. Et je me suis dit, voilà, moi, je vais choisir espagnol par rébellion par rapport à l'allemand, puisque à l'école primaire, nous, on nous enseignait déjà l'allemand. Et donc, on m'avait dit, tu feras LV1 allemand, etc. Et j'ai fait tout le contraire de ce qu'on m'a dit. Donc ça, je pense que c'était lié aussi à mon caractère. Donc en quatrième, voilà, l'espagnol venait d'arriver au collège. J'en étais ravie parce que ça me permettait d'échapper à l'allemand que je ne voulais pas suivre puisqu'on me l'avait un peu dicté à mon arrivée en sixième. Et donc ça a été vraiment super. J'ai eu une enseignante pendant 2 ans, c'était la même prof au collège et j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'elle nous a fait découvrir la culture espagnole, hein, une culture qui était liée à une langue. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment passionnée parce que je me suis dit, mais voilà, il y avait plein de choses que j'ai aimées. On a découvert des choses de l'intérieur. C'était des cours très vivants. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas l'espagnol? Alors, ça a un peu mal commencé, je vous avouerai, parce que je suis un peu une pipelette. Et je me souviens que ma prof d'espagnol m'avait mis derrière la porte pour que je puisse avoir comme camarade le tableau. Donc, et ça a assez bien fonctionné, parce que je pense que si elle n'avait pas fait ça, je me serais plutôt orientée vers l'histoire-géographie. Voilà, je pense que c'est un bon départ, deux fois, donc à quelque chose, malheur est bon. Bon. Alors, votre parcours, donc, puisque l'espagnol vous a détourné de l'histoire géo, et tant mieux pour nous. Donc, vous avez le parcours lambda d'un étudiant lambda avec une licence, un master 1, un master 2, etc. Ou vous avez fait des choses un peu plus originales. Oui, tout à fait. J'ai un parcours assez linéaire. Donc, je suis passée par les classes préparatoires pendant 2 ans, ce qui a été très intéressant parce que ça m'a nourri aussi par rapport à ma curiosité et ça m'a été très utile. Et puis, je me suis spécialisée en espagnol. À la suite de cela, j'ai demandé un poste en tant que j'ai demandé, non, après mes 2 années de prépa, j'avais la possibilité de QB pour retenter le concours, mais je me suis dit non, non, je vais profiter de ma jeunesse, donc j'ai préféré m'orienter vers l'université de Strasbourg. Là, j'ai adoré parce que c'est une ville très cosmopolite, donc j'ai pu vraiment pleinement découvrir la vie d'étudiante. Et à la suite de ça, j'ai eu la possibilité de présenter un dossier pour être lectrice à l'étranger, et j'ai été pleinement soutenue par le département de Strasbourg à l'époque. Et par conséquent, ben, j'ai préparé mon master 2 alors que j'étais lectrice en Espagne. Donc ça a été intéressant. Et à la suite, il y a eu la petite réforme de master 2. Donc moi, je suis à la jonction, j'ai une maîtrise et un master 2, puisque c'était la période
période où il y a eu des changements. De retour d'Espagne, donc j'y ai passé une année dans un Instituto Nacional Secundaria. C'était passionnant parce que ça me permettait, j'étais pleinement projetée. Au début, d'ailleurs, ils ont cru que j'étais prof de français, donc ils n'avaient pas très bien compris. Ils m'ont donné la pile de liste avec l'emploi du temps pour remplacer la prof, en expliquant qu'ils étaient quand même étonnés de voir l'efficacité du rectorat espagnol, puisque la prof était absente depuis 2 jours. Donc voilà. Donc ils ont eu du mal à comprendre. Mais c'était une expérience très intéressante que j'ai beaucoup aimée humainement et que je conseille à tout le monde en fait parce que franchement ça permet aussi d'être dans un autre rapport, pas tout à fait d'enseignant encore, mais en même temps d'avoir une posture d'adulte par rapport à des jeunes, de partager aussi la culture française. Donc c'est intéressant parce qu'on est dans une forme de décentrement aussi. Donc ça c'est une année qui m'a passionnée. Ensuite j'ai postulé pour être auditrice à l'ENS de Lyon. Et à ma grande surprise, j'ai été prise. Donc, je suis arrivée derrière avec un peu de retard, puisque tous mes camarades avaient déjà fait leur rentrée. Je suis arrivée avec une semaine de retard. Et là, je me suis engagée pour la préparation de l'agrégation externe. Alors, ça n'a pas été une année facile. D'ailleurs, j'échange souvent avec mes étudiants à ce sujet parce que voilà, j'étais pas forcément prête pour cette année. J'ai eu quelques petits soucis de santé, mais néanmoins, ça m'a permis de prendre du recul aussi par rapport à la pression qu'on peut avoir par rapport à des concours, etc. Et je pense que c'est la meilleure des choses qui me soit arrivée, puisque mes petits problèmes de santé m'ont amené à me décentrer et à Mm. me dire, bon, cool. Voilà, il y a des choses que tu sais, parce que c'est aussi la crainte en fait quand on est agrégatif de se dire j'y arriverai jamais, etc. Et puis on a eu une équipe aussi l'année-là qui était qui nous a énormément soutenus, une équipe de professeurs, dont Marina Mestre aussi, dont je me souviens très bien, qui était un peu notre capitaine agrégation, qui nous rassurait, qui était notre maman. Elle a joué tous les rôles, toutes les casquettes. Et voilà, on était un petit groupe de 7 à l'époque, et ça a bien fonctionné, hein, donc on s'est entraidés, etc. À la suite de l'agrégation, alors j'avais pour objectif de revenir dans le Grand Est. Personne ne veut venir dans le Grand Est, donc j'ai facilement eu ma mutation, voilà, en Lorraine, dans l'Académie Nancy-US. Là, je me suis posé la question. Donc j'ai commencé bien sûr à être, c'était l'année de titularisation, et ensuite, donc j'avais deux possibilités, soit effectivement m'engager dans une thèse, soit travailler, ce que j'ai fait. Et après 6 années, j'ai enfin obtenu un poste fixe, hein, puisqu'à l'époque, j'étais titulaire sous zone de remplacement. Donc ça aussi, c'est un moment de flottement aussi. J'en parle parce que je pense que c'est important de le dire aussi. Parfois, la désillusion après le concours de l'agrégation, de se dire, tiens, j'ai pas un poste fixe dans un super établissement de centre-ville. Eh bien non. Moi, j'ai eu tous les collèges, voilà, où il y avait des professeurs qui étaient absents pour diverses raisons. Et je trouve que c'était très enrichissant parce que j'ai découvert une réalité qui, moi, m'a beaucoup touchée. Le rapport aux jeunes. J'ai beaucoup travaillé dans des REP+. Et c'est vraiment une aventure humaine, hein, que je conseille à tout le monde. Donc ça m'a beaucoup construit et j'ai pleinement apprécié en tout cas cette expérience. J'en garde un excellent souvenir. Et à la suite de ces années-là, il y a eu un poste pour j'ai postulé en classe préparatoire. Donc il y a un poste tous les 40 ans, plus ou moins. Donc je me suis dit super, c'est dans mon académie. Donc c'était mon ancien prof d'espagnol d'ailleurs. J'ai postulé et puis voilà, par une grande chance, j'ai eu le poste alors que j'étais enceinte. Donc parce qu'à un moment donné, je me suis dit bon voilà, c'est aussi ça cette problématique quand on est une femme aussi, c'est de se dire par rapport à notre vie privée, voilà, il y a des choix à opérer. J'ai obtenu le poste. Donc ensuite j'ai exercé et j'exerce encore en classe préparatoire depuis maintenant 14 ans. Et il y a maintenant 6 ans, je me suis posé la question de la thèse parce que j'avais vraiment envie de faire une thèse en fait, pas pour obtenir un poste ou autre puisque voilà, j'avais déjà une occupation professionnelle, hein, mais je me suis dit pourquoi pas avec toutes les difficultés que cela pouvait engendrer. Alors justement, on va parler thèse et ce qui vous a mené vers ce sujet. Alors quels étaient les sujets qui vous intéressaient? Parce que là, c'est intéressant, entre le temps les études banales comme moi ou comme d'autres, et le moment où vous vous dites, bon, bah, cette fois, je veux faire une thèse. C'est-à-dire, c'est pas vous êtes sur les rails et puis c'est la continuité, vous vous posez à peine des questions. C'est-à-dire, moi, j'ai fait mon M1 sur Garcia Marquez, mon M2 sur Garcia Marquez, ma thèse sur Garcia Marquez. Enfin, je pense que j'ai même pas pris le temps de réfléchir, quoi. Bon, là, vous, c'est intéressant parce que vous avez eu des études d'étudiante et une thèse de grande personne. En substance, c'est ce que je voulais dire. Bon, sur quoi avez-vous travaillé dans ces mémoires de maîtrise et de master 2 et comment est-ce que c'est opéré la jonction avec la thèse?
Oui, alors donc pour le sujet de maîtrise, j'ai travaillé sur la peinture mexicaine, donc ça n'avait rien à voir sur Rufino Tamayo, hein, parce que j'ai toujours apprécié en fait l'engagement dans l'art. Ça, c'est un élément important pour moi. Et puis en échange avec ma directrice de mémoire, qui a été ensuite ma directrice de thèse aussi, voilà, elle m'a engagée vers le théâtre mexicain. C'était pas forcément son domaine de spécialité, puisque son domaine de spécialité c'est le théâtre contemporain, mais en substance, on baignait déjà dans le théâtre contemporain parce que ma directrice de thèse est quelqu'un de très engagé. Elle nous a proposé beaucoup de choses à l'Université de Strasbourg, des colloques, des personnes qui ont été invitées, des manifestations scientifiques. Donc, j'avais déjà un pied en fait dans la dimension production contemporaine. Donc ça, c'est un élément important. À la suite de cela, pour mon master 2, j'ai travaillé sur le théâtre contemporain. Donc j'avais travaillé sur la représentation justement du migrant dans les pièces des années 90, en sachant que c'était quelque chose de tout à fait nouveau. En fait, la figure du migrant était tout à fait nouvelle dans les années 90. Alors pourquoi l'étranger, le migrant, etc. Eh bien, c'est lié aussi à mon identité, à mon histoire personnelle, hein, parce que ben, moi, je suis fille de migrante. C'est vrai que l'immigration en France, là, je suis fille de migrante de deuxième génération. C'est quelque chose qui en France, voilà, est bien assis. Mais en revanche, en Espagne, c'était un phénomène tout à fait nouveau. Et ça m'a intéressé. Ça a été un point important de travailler sur cette dimension-là, sur cette réflexion de l'autre, de comment, quel était le positionnement de l'autre, comment il était représenté. Donc, ça rentrait vraiment en adéquation avec d'autres éléments qui résonnaient beaucoup pour moi. Mm. Et donc, j'avais travaillé sur deux pièces qui correspondaient, eh bien, aux premières pièces où il y avait la représentation du migrant dans les années 90. Donc Et ça a été le point ça, c'était mon master 2, oui. ouais, et c'était quoi les pièces en question? C'était La Mirada del Hombre Oscuro d'Ignacio de Moral, qui est la première pièce qui parle pleinement hein, d'immigration. Et la deuxième pièce, c'était Vanzetti de Luis Araujo, qui traitait, alors ça c'est d'une autre période, mais en tout cas du migrant aussi aux États-Unis. Donc deux représentations complètement différentes, mais en tout cas, il y avait un point commun, une certaine résonance aussi. Oui. D'accord. Et alors, donc, pour le sujet de thèse, après, vous êtes revenu là-dessus, vous allez nous parler du corpus, etc. Mais j'aimerais bien, ce que vous avez dit, la dimension personnelle. Donc, il y a un certain nombre de gens qui ont fait des thèses parce que ça fait des échos à des questionnements personnels, des questionnements familiaux, etc. Pour vous, c'est un élément ajouté ou est une entrave parce qu'il y a le risque de l'empathie ou de manque de distance par rapport au sujet? Pour vous, ça a été quoi, en fait, cette dimension personnelle? Ça, c'était un élément, au contraire, c'était un moteur. Parce qu'en fait, comme j'étais déjà en poste, en classe préparatoire, avec des spécialistes, déjà très jeunes, donc j'avais plus, si vous voulez, cette peur de ne pas avoir de poste, etc. Donc il n'y avait pas l'idée de je vais faire une thèse pour ensuite obtenir un poste parce que dans tel et tel domaine, ça fonctionne mieux, etc. Non, pas du tout. Ça a été un peu, comme je le dis, mais les gens me regardent un peu bizarrement, une thèse plaisir. Et je conseille en fait aux personnes de faire une thèse plaisir, quel que soit leur âge, parce que à partir du moment où c'est quelque chose qui vous passionne, il va y avoir des hauts et des bas au moment de la thèse. Il va y avoir des moments où j'ai eu des désillusions en me disant mais j'arriverai jamais à la terminer. Et je pense que quand on se dit mais non mais c'est un sujet qui te plaît, qui te porte, c'est ce qui va vous booster en fait et qui va vraiment qui a servi de moteur. Moi ça m'a servi de moteur parce que je faisais quelque chose que j'aimais bien. Je travaillais sur un sujet qui me portait et c'était vraiment en quelque sorte de répondre à ma curiosité intellectuelle que de poursuivre le travail au-delà même de la thèse. Et alors, pendant ces 6 ans-là alors je dirais pas de parenthèse, mais en tout cas, bon, administrativement, vous y avez réfléchi, vous avez lu du corpus, vous avez tourné, vous avez dit oui et puis non, mais qu'est-ce que vous avez fabriqué pendant ces 6 ans en rapport avec la thèse? Euh, ouais. Alors pendant la thèse ou avant la thèse? Pendant les 6 ans, là, où vous avez Pendant les entre 6 ans. la fin du master et le début de Oui. l'inscription de thèse. Ben, j'ai pas trop vu passer les 6 ans puisque une fois qu'on est en poste avec une quantité de travail assez conséquente, c'est vrai qu'on est un peu le nez dans le guidon, on voit pas les années passer. Mais j'avais ce petit pincement au cœur de me dire pourquoi pas, parce que en fait, je voulais vraiment répondre à comment dirais-je, à un besoin personnel au-delà du besoin institutionnel. Et donc, j'avais besoin de me dire tiens, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout de ce travail que j'avais déjà engagé en master. J'avais l'impression de pas avoir fini un travail et de répondre à une satisfaction personnelle. Et donc, par conséquent, j'ai commencé un petit peu avant la thèse déjà. J'étais toujours en contact avec l'Université de Strasbourg et ma directrice de thèse avec qui j'étais voilà en contact parce qu'on prenait des nouvelles, etc. Bah, j'assistais aussi aux événements scientifiques, je recevais des informations. Donc ça, c'est vrai que oui, il y a eu, comment dirais-je, pas une rupture nette, mais il y avait quand même un petit fil, effectivement, auquel je tenais et avec des lectures aussi, etc., etc. Donc je continue
continué à suivre les événements scientifiques. Alors moins de manière assidue, mais en tout cas, j'étais portée par des lectures ou des manifestations auxquelles je pouvais participer, voilà, pour pouvoir effectivement rester un petit peu, parce que c'est du théâtre contemporain, donc effectivement, il faut rester entre guillemets un peu dans le coup. Et oui, ça, c'était quand même très important. Alors, maintenant, parlez-nous de la thèse proprement dite, et en particulier, commençons par le corpus. Quels étaient les textes qui composaient votre matière? Alors, en ce qui concerne le corpus, il faut savoir que lorsque j'étais en master 2, il y avait des travaux assez conséquents qui ont été faits dans les années 2000, justement sur ce travail de la production des années 90. Et alors, il me fallait trouver quelque chose de novateur, puisque mon corpus porte des années 2000 jusqu'à 2018. Et il y a eu une production tout à fait nouvelle qui était aussi en adéquation avec l'évolution historique de la société espagnole, c'est-à-dire au type, entre guillemets, de migrants qui arrivaient en Espagne aussi. Donc, j'ai dû travailler sur la dimension historique, puisque dans ma thèse, j'ai un pan historique pour retracer de manière assez graduelle l'évolution de l'immigration en Espagne. Alors, ma thèse porte sur l'immigration africaine, hein, je précise, puisque j'aurais pu étudier d'autres formes de... je me suis centrée aussi sur cette immigration-là aussi, puisque, voilà, pour des raisons aussi personnelles, c'était l'Afrique qui me parlait davantage. Voilà. Donc ça, c'était un premier élément donc pour délimiter un petit peu le champ. Et en ce qui concerne les pièces, mon objectif était de voir si les pièces qui étaient publiées actuellement sur cette thématique-là proposaient une autre représentation. Parce que si vous voulez, dans les années 90, on est vraiment dans une représentation caricaturale du migrant. C'est un homme assez bien portant, musclé et d'Afrique noire. Donc voilà, on a vraiment des clichés face à une famille espagnole qui ne comprend pas on utilise les clichés, le grotesque pour essayer en quelque sorte de faire comprendre au public, eh bien, les difficultés d'insertion de ces migrants en Espagne. Et mon idée, c'était de voir, mais est-ce qu'il existe une autre manière de les représenter, de voir un petit peu comment les choses se mettaient en place. Et j'ai commencé à lire. Et puis aussi par les conseils de ma directrice de thèse, j'ai découvert des pièces qui me parlaient, d'autres non. Donc j'en ai écarté un certain nombre, puisque je restais toujours avec cette idée que cette thèse, ça doit être une thèse plaisir. Donc je vais choisir les textes qui me parlent et comme ça je prendrai pleinement le pas de pouvoir les analyser. Et j'ai choisi un corpus qui est assez singulier, puisqu'en réalité ma thèse, c'est une thèse qui porte sur des auteurs espagnols qui traitent du phénomène migratoire, donc des femmes, des hommes, mais également des migrants eux-mêmes qui maintenant installés en Espagne vont écrire sur ce que eux-mêmes ont vécu. Donc dans ce sens-là, c'était très intéressant puisque j'étais confrontée à des textes écrits en arabe et c'était très important pour moi, par rapport à ma thématique, de porter cette voix-là et qu'elle puisse être présente. Donc j'ai engagé un travail sur les représentations du migrant, en particulier la figure de l'enfant qui n'apparaissait pas. Donc ça, c'est tout à fait novateur aussi, de la femme qui était un élément complètement absent ou un personnage secondaire, en tout cas dans la production des années 90-2000, et aussi ces artistes ces dramaturges qui ont vécu le phénomène migratoire, qui sont ici d'Irak, de Syrie, de Maroc, et qui pour certains ont fait le phénomène inverse, sont nés en Espagne ou ont vécu en fait leur enfance en Espagne et sont rentrés au Maroc. Et donc toute cette complexité-là identitaire, elle m'a vraiment intéressée, elle m'a passionnée, puisque j'ai pu être en contact avec des auteurs. En fait, j'ai eu la chance immense de d'échanger avec des auteurs qui ont partagé des choses avec moi, etc. Et c'était vraiment plus que je disais un travail académique, mais une aventure humaine. Une aventure humaine passionnante puisque voilà, après j'ai pu être orientée vers d'autres collègues, etc. pour travailler. Donc c'était quelque chose de vraiment passionnant. Et donc mon corpus, eh bien, il traite de l'immigration sous diverses formes, avec des nouvelles formes de représenter les migrants, de la part d'auteurs qui sont espagnols, qui ne sont pas migrants, mais qui ont quand même des attaches, qui ont travaillé dans des camps de réfugiés, etc. Ou avec des auteurs qui ont vécu le phénomène migratoire, ou avec des femmes qui vont représenter les choses de manière différente. Et alors, dans quelle mesure est-ce que c'est une question, enfin c'est une fausse provocation, hein, mais c'est non, non, je préfère le dire au départ. Dans quelle mesure est-ce que vous défendez que c'est de la littérature et pas de la littérature de témoignage ou carrément pas exclusivement du témoignage, que comme vous dites, des migrants qui eux-mêmes, l'autodiscours, c'est tout de suite ça pose la question, hein, mais du coup, dans quelle mesure est-ce qu'il y a littérarité, etc., etc. Et dans la mesure où vous dites c'est des acteurs qui ont été bénévoles, enfin vous n'avez pas dit ça comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. J'imagine des gens qui ont accompagné des migrants dans les camps, les machins, etc. Bon, dans quelle mesure est-ce que c'est de la littérature et pas exclusivement du témoignage ou une espèce de mixte entre les deux?
Alors non, je pense que c'est pas du tout du témoignage. Après, en réalité, votre question, elle soulève un élément important qui est l'autofiction dans la dramaturgie contemporaine, qui est un élément très important, effectivement, qui est utilisé et qui est d'ailleurs assez patent dans les œuvres que j'ai pu analyser. Ce sont des dramaturges hein, pleinement qui ont eu une formation pour certains assez conséquente à la Resade ou dans d'autres espaces, mais ce sont des justement des auteurs, des dramaturges qui vont travailler à travers la dimension littéraire et je dirais même intergenre, puisque certains vont croiser le conte et le théâtre, et certains vont croiser la poésie et le théâtre pour pouvoir dire cette altérité, pour pouvoir dire l'horreur aussi. Et c'est assez intéressant, notamment dans le corpus de d'auteurs ou de poètes, puisque une des auteurs est poète également. Elle va utiliser la poésie pour dire la douleur et la difficulté eh bien du drame migratoire. Alors il y a quelques éléments effectivement qui sont autofictionnels, hein, qui sont assez éparses, mais il n'y a pas vraiment, c'est pas une à proprement parler une littérature de témoignage ou une forme d'autofiction personnelle. On a une reconstitution à travers un certain nombre d'éléments, mais bien évidemment on voit bien l'élément en tout cas qui est commun à tous ces auteurs, c'est la notion d'engagement. Il y a des dénonciations assez franches dans ces pièces-là, marquées, et on a vraiment effectivement une littérature qui est pleinement engagée, qui n'est pas du tout une littérature forme de mimésis, si vous voulez, simple, voilà, de récit, etc. Non, loin, on est loin de là. On est vraiment dans une dimension où on souhaite que engager le citoyen en tant que spectateur, et quel meilleur lieu que le théâtre. Alors, vous y voyez une forme d'artivisme ou c'est Oui, juste effectivement. théâtre engagé? C'est du théâtre engagé et oui, je pense qu'on serait aussi dans la dimension artivisme dans le sens où, eh bien, c'est la manière qu'ont ces auteurs de pouvoir dire les difficultés sociales. C'est quelque chose qui est assez patent d'ailleurs dans le théâtre contemporain espagnol, puisque au-delà hein, de la thématique que j'ai pu évoquer, les problématiques sociales, etc. Aujourd'hui, si on lit du théâtre contemporain espagnol, on retrouve ces thématiques qui posent problème dans la société espagnole et qui ont été tues durant la période du franquisme. Et c'est un point important du théâtre espagnol tel qu'il s'est développé à partir des années 80, de pouvoir être pleinement engagé. Il y a un théâtre aussi qui a été très engagé autour du mouvement des indignés, etc. Après, le théâtre des migrants aussi. Donc, oui, oui, on a effectivement ça, c'est une dimension qui effectivement est très prégnante dans ce théâtre-là. Alors du coup, là, on comprend le choix des auteurs de la forme théâtre, parce que là, il s'agit vraiment de montrer et puis de faire déborder la chose à montrer dans l'espace public, hein, avec des choses qui vous intéressent, les théâtreux sur la question de frontière entre la scène, le public, etc. Bon, je suppose que tout ça, vous avez beaucoup, beaucoup récupéré toutes ces théories, réflexions sur les espaces textuels, l'espace scénique et compagnie. Et alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, quand on choisit une thématique, je suis toujours que savoir dans quelle mesure est-ce que la thématique, elle se coule dans le genre et qu'elle voilà, elle s'adapte à la forme et elle la remplit, c'est des petites cases, etc. Ou est-ce que la thématique, parfois, alors c'est pas forcément mieux, mais en tout cas, parfois, il arrive que la thématique oblige la forme à migrer, à s'adapter. C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que votre thématique, elle a apporté des nouvelles modalités du récit théâtral, du montré théâtral. Bon, désolé si j'ai pas le jargon, parce que j'emploie le jargon de la fiction, hein, on se refait pas. Mais voilà, est-ce que ça a apporté des nouvelles formes de la théâtralité, du récit théâtral, le fait qu'il y ait cette thématique-là en particulier, ou non, mais ça n'empêche pas que c'est du très bon théâtre. Oui, ça a apporté effectivement, il y a eu plusieurs formes qui ont été, qui ont émergé justement en lien avec cette thématique-là. Il y a la problématique sociale, comme je le disais, qui est inhérente en fait, qui alimente le théâtre contemporain espagnol. Et au-delà de cela, cette thématique en particulier, elle a été utilisée notamment dans des ateliers, en particulier avec Ana Contreras, dans des ateliers de la Resade, où on a pu travailler avec des migrants qui avaient besoin de dire, de porter leur voix. Donc ça s'est fait tout d'abord par la poésie. Il y a eu tout un projet autour de la poésie No es mi manta, puisque c'était des manteros qui prenaient la parole. Et puis, ça, c'était justement un élément très intéressant, puisqu'ils ont souhaité, dans le collectif auquel elle appartenait, c'était un collectif qui était constitué de migrants africains, de femmes, etc. L'idée était une vision plutôt horizontale, et non pas une forme de verticalisme, où c'est finalement un dramaturge connu espagnol qui vient raconter l'histoire de migrants alors que lui-même n'a jamais vécu le phénomène. Donc, ce travail-là, ce
laboratoire, il a été très intéressant puisque ça les a amenés à travailler sur comment faire en sorte que la parole du migrant puisse être portée sans que ce soit. Alors, c'était un peu des témoignages, effectivement, puisque chacun racontait son récit, mais il y avait vraiment ces dimensions artistiques où l'idée était d'utiliser en quelque sorte le genre théâtral. Alors, il y avait des pièces de théâtre dans la rue. Ça permettait justement aux gens de se rendre compte de la réalité, de déconstruire aussi les stéréotypes. D'autant plus que cette thématique est d'autant plus importante qu'elle parle au niveau européen et même au niveau international, hein, cette peur de l'autre. L'idée, c'était d'expliquer que le Mantero, il était là pour telle et telle raison. Alors ça, justement, alors je parlais de citoyenneté, ça a fait bouger aussi pas mal de choses, hein, puisque les Manteros ont eu la possibilité, par l'aide d'un avocat qui a participé à ce collectif aussi, de pouvoir vendre donc leurs produits avec une certaine limitation. Donc ça a été un gros plus aussi. Donc je pense que cette thématique, oui, elle a apporté quelque chose, comme la thématique de Los Indignados. L'idée était au théâtre de se réinventer. Comment on se réinvente en situation de crise, dans le cadre de, par exemple, le Movimiento Los Indignados, ou ici, de cette thématique-là, pour faire dire les choses d'une autre manière et pour que ce message ait un impact du point de vue de la citoyenneté. Puisque, en réalité, la thématique que j'ai évoquée, mon point de départ, c'est que la représentation des migrants dans les médias, elle est assez, c'est le problème migratoire, les Africains, etc. Et donc ça posait vraiment problème. Mm. Alors ça, c'est d'un point de vue thématique. Mais est-ce que, moi, je m'intéresse beaucoup à la technique. Donc, d'un point de vue technique, est-ce que vous dites, voilà, je vous donne un exemple. Le théâtre a l'habitude d'utiliser la didascalie de telle et telle manière. Bon, bah, mathématiques a fait que la didascalie a occupé plus de place, moins de place, ou là, quand vous dites dans le collectif, d'un seul coup, il a été question de donner la parole. Donc, est-ce que, du coup, on se retrouve avec une espèce de polyphonie pour que les voix soient mises sur le même plan, etc. Voilà, c'est-à-dire, je voudrais un exemple de technique qui a dû s'adapter au discours apporté, en gros. Est-ce qu'il y a ça ou pas? Ce qui, je répète, hein, ce qui ne serait pas grave, c'est juste une curiosité purement voilà, de narratologue qui s'intéresse à Oui, oui, quand la oui, oui. forme va Alors ça, s'adapter, oui, quoi. il y a eu des adaptations puisque on a eu, par exemple, dans les œuvres qui ont été écrites par les auteurs arabes, il y a eu une adaptation du texte théâtral puisqu'en fait, on a, si vous voulez, le théâtre dans le monde arabe est quelque chose qui a été hérité de l'Europe avec le phénomène de la Nahda, et donc c'est quelque chose d'assez tardif. Et en fait, les modèles qui ont été utilisés sont des modèles européens. Donc, Voilà. si vous voulez, ces auteurs-là, qui sont de tradition donc arabe et orientale vont écrire une pièce de théâtre avec des éléments propres à la dramaturgie européenne, mais en même temps, on retrouve des éléments de l'ordre des mille et une nuits, du conte. Et ça, c'est un élément très important, avec des éléments aussi linguistiques. Donc, on a une forme, si vous voulez, d'hybridité qui nourrit le texte, qui en fait lui-même d'un texte frontière. Une des œuvres d'ailleurs que j'analyse, c'est une chaise donc près de la frontière. Et justement, en fait, cette pièce-là, elle évoque, c'est une pièce frontalière, j'oserais dire, puisque tous les travaux qui ont été faits donc sur la notion d'un saldoua, etc., sont des éléments qui m'ont nourri aussi dans l'analyse de mes textes. Parce qu'on a une sorte d'hybridité, et c'est des auteurs qu'on n'arrive pas trop à classer, puisque ils sont en fait construits et alimentés et nourris par autant l'identité orientale que l'identité occidentale. Et ça, je pense que c'est un point important. Alors, est-ce que techniquement, ça vous semble pertinent de le formuler de la façon dont je vais suivante? La dimension orientale, arabe orientale, rajouter le raconter au montrer théâtral. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut le présenter? Voilà, ce que vous avez dit à propos de l'hybridité, est-ce que ce serait ça? C'est-à-dire que d'un seul coup, on aurait le conter qui serait propre à la fiction, entre guillemets, par rapport à simplement le dire et montrer. Oui, moi je pense que c'est pas c'est deux choses qui s'imbriquent en fait, si vous voulez, puisqu'on va avoir des figures qui sont propres à la tradition arabe, qui vont être imbriquées de manière assez. En fait, on n'arrive plus à les désarticuler. On a une forme de transculturation directement dans le texte, hein, avec des éléments qui vont alimenter ce texte-là, mais qu'on retrouve aussi. Et ça, c'est ma grande curiosité, puisque j'ai travaillé sur une auteure qui est brésilienne, et elle va utiliser aussi le conte. Le conte parce que le personnage dont elle parle, c'est une africaine.
Et ça, on le retrouve aussi dans la narration, puisque j'ai étudié une petite partie de mon corpus portait sur le roman. Dans le cadre, par exemple, d'un roman jeunesse, Luna Sénégal, il en est de même. L'ouvrage, le roman dans son intégralité est construit sous forme de petits contes, parce que la grand-mère racontait des histoires à la petite, et que la petite va faire le récit de son arrivée donc en Galice par ce biais-là. Donc c'est en fait, c'est pour ça que c'est très intéressant, puisque je pense que c'est le terme altérité, il est vraiment assez, il est exploité pleinement dans ma thèse, puisque effectivement c'est la figure de l'altérité migrante, mais aussi cette notion de d'absence de frontières, de difficulté d'identité hybride, d'identité rhizome aussi, que l'on constate ici et qui est vraiment en adéquation avec ce que moi j'ai pu observer dans la société actuelle et qui me parle moi-même aussi d'ordre personnel. Donc ça, c'est des éléments qui effectivement sont importants dans ces œuvres-là. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner les noms des auteurs ou quelques noms des auteurs que vous avez travaillés? Oui, donc j'ai travaillé sur Carla Guimarães, qui est une auteure brésilienne installée en Espagne. J'ai travaillé également sur Bahira Abdulatif, qui est irakienne, Nemer Salamoun, qui est syrien, Aïcha Yacoubi, qui est marocaine. J'ai travaillé aussi sur Elena Tornero, qui est catalane de père madrilène. J'ai travaillé sur Irma Correa, qui habite aux Canaries, sur Luis Araujo, José María Miró, et puis Antonia Bueno. Lola Blasco. Donc vraiment, voilà, voilà, une, une cartographie assez large. Et en ce qui concerne les auteurs de romans, j'ai travaillé sur le roman de Najet El Hachmi, sur Mohamed El Morabet, qui est une figure aussi émergente de la littérature en production narrativa, et puis sur Lozano, Antonio Lozano, grande figure, sur Alfonso Fernández Paz. Donc, ça représente un corpus de quoi, une trentaine de textes? 17, oui, 17 Sept. auteurs au total, ouais, à peu près. D'accord. Ouais, le corpus est assez dense, effectivement. Et donc, si vous deviez résumer la thèse de votre thèse en quelques phrases, vous diriez que vous avez l'impression d'avoir démontré quoi? Alors, j'ai l'impression d'avoir démontré qu'effectivement, il y a eu une évolution de la représentation du migrant dans la production théâtrale contemporaine des années 90 jusqu'en 2018. Et effectivement, la production théâtrale des années 2000 jusqu'en 2018 met en évidence et fait émerger de nouvelles figures qui jusque-là étaient invisibilisées. Par exemple, la figure de l'enfant, la figure de la femme également, de la petite fille qui est triplement marginalisée. Juana Escabias a proposé une pièce de théâtre qui s'intitule Babel, et qui traite justement, elle prend comme figure de proue le petit Thaïlande, que nous avons tous vu dans la presse et qui nous a grandement marqué. Et elle utilise des mots vraiment très très marquants et touchants. En tout cas, lorsque j'ai lu cette première pièce, c'était difficile pour moi de la terminer en termes de lecture, tant l'émotion était importante. Donc j'ai démontré ce premier élément-là et démontré aussi comment les personnes qui ont vécu le phénomène migratoire, si vous voulez, on assiste à une émergence d'une altérité migrante de deuxième génération qui s'empare des mots et qui utilise la littérature catalane ou espagnole pour parler, pour s'exprimer, pour être visibilisé. Et ça, c'est un élément très important de donner la voix justement à des personnes qui aujourd'hui sont espagnoles également, mais sont détenteurs d'une double identité et qui vont raconter le récit migratoire d'une autre manière. Alors, ces pièces de théâtre, elles sont publiées ou elles sont juste jouées? Non, elles sont tout d'abord, dans le théâtre contemporain, généralement, c'est plutôt effectivement le processus d'abord écriture de plateau, jouer, puis ensuite avec des petites lectures, etc. Et ensuite une publication qui généralement se fait lorsqu'ils obtiennent un prix ou lorsqu'une maison d'édition a décidé de travailler sur ce sujet-là. Il y a eu un travail très important qui a été fait autour des femmes, notamment, depuis 2016, il y a une maison d'édition qui a travaillé sur la représentation de l'immigration et qui a publié plein de petits textes, parce que c'était des pièces assez courtes autour des migrations et de l'identité. Et en 2018, il y a une anthologie qui a été consacrée uniquement aux femmes, pas spécifique à la langue espagnole, hein. Il y a des textes qui sont écrits en anglais ou en français sur la représentation justement du migrant ou de la migrante, avec aussi parfois toutes les formes de racisme et de rejet hein, qui peuvent apparaître. Par exemple, il y a une auteure qui est africaine et qui parle des difficultés qu'elle a pu, elle, subir lorsqu'elle était enfant, parce qu'on n'acceptait pas donc qu'une Africaine puisse étudier, avoir de bonnes notes en Espagne. Donc voilà, ça c'est intéressant. Donc on a vraiment de tout et il y a aussi des pièces
qui sont des tapuscrits qui n'ont pas été publiés, mais avec quelques petites lectures parfois mises en œuvre auxquelles j'ai pu accéder et donc j'ai pu travailler sur la dimension aussi bien textuelle que sur la dimension mise en scène, représentation, avec différents supports. Que soit j'ai trouvé dans mon centre de documentation théâtrale, soit qui m'ont été confiés directement par les auteurs. Alors, il y a quelle réception pour cette littérature théâtrale-là? Est-ce qu'il y en a déjà? Et le cas échéant, pour dire quoi? Est-ce que c'est un discours lénifiant de ah, c'est bien, l'autodiscours, l'autotextualité, etc. Et donc, ce qui est une forme aussi de marginalisation. C'est-à-dire, on dit, c'est comme quand on travaille sur les littératures autochtones. On a besoin Mhm, de dire les littératures autochtones, comme si c'était des mhm, littératures différentes. Bon, mhm. donc là, comment est-ce qu'elles sont racontées? Enfin, comment est-ce qu'elles sont décrites, ces pièces? Alors, la réception, elle est variable puisque c'est une réception qui, à l'échelle maintenant mondiale, est variable en fonction des espaces où ces pièces sont jouées. Mm. Par exemple, dans le cadre de la représentation de l'enfant, Elena Tornero, qui d'ailleurs a été en résidence aussi en France, elle a eu pendant un an, en fait, sa pièce a tourné en Espagne et elle était jouée dans des institutos de enseñanza secundaria, puisque l'objectif était déjà d'éduquer les jeunes, de leur faire prendre conscience donc de la difficulté des drames qui peuvent parfois se produire par ce rejet de l'autre. Dans sa pièce, elle met en scène un enfant qui est de deuxième génération, de mère espagnole et de père. Alors, on ne sait pas quelle est l'origine, mais en tout cas, il est musulman ou arabe, et le jeune est assassiné dans une piscine. Et donc, en fait, elle fait jouer la pièce par des élèves directement dans Ah des oui. écoles. La pièce a également fait l'objet de lecture dans le Grand Est, à l'Université de Lorraine, et également dans le cadre de la mousson d'été. Dans le cadre de la pièce de Aïcha Yacoubi, sa pièce a été jouée. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'elle a été jouée en Amérique latine avec des mises en scène assez différentes. J'ai eu la chance d'échanger justement avec un metteur en scène colombien et brésilien. Alors sa pièce traite en fait des grands oubliés de Franco. C'est-à-dire des Marocains qui ont participé donc à la guerre, mais qui en fait ensuite ont eu des enfants et ces enfants ont été en fait installés en Espagne et on a nié leur identité, tant culturelle, identitaire, leur prénom, mais également la religion, etc. Donc en fait, cette pièce traite de ces tourments-là, de ces difficultés, et puis aussi, eh bien, des drames de la guerre, de la période du protectorat, etc., etc. Ce sont des éléments qui sont liés à l'histoire personnelle de d'Aïcha Yacoubi. Et cette pièce, elle a été jouée en Espagne avec pardon, au Maroc, à Agadir dans un festival avec la résonance qu'elle pouvait avoir, puisque il y avait cette dimension historique qui était connue des Marocains. Elle a également été jouée en Colombie. Et en fait, c'est intéressant parce que le metteur en scène, qui ne maîtrisait pas l'arabe, qui est venu à Agadir donc pour voilà, travailler avec les acteurs, il ne maîtrise pas l'arabe ni le français, puisque parfois il y avait des fragments en français aussi. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a travaillé sur les sonorités. Quand il a écouté en fait la musicalité de la langue arabe, il s'en est imprégné pour pouvoir diriger les acteurs, parce que pour lui, il y avait une résonance avec les indigènes colombiens. Et donc, il a trouvé des ponts en fait par rapport à sa propre culture. Donc, il a travaillé sur ce champ-là. Pour l'auteur brésilien, il a travaillé sur la dimension de guerre aussi. Donc en fait, ils ont utilisé la thématique et les sonorités pour essayer de les adapter. Et c'est vrai qu'il y a une résonance importante. Ce sont des pièces qui ont eu en tout cas du succès donc au Maroc, mais aussi en Amérique latine. Très bien. Et bon, vous avez parlé de votre directrice de thèse, Isabelle Rec, qui manifestement a été importante, au moins pour vous donner envie de revenir, enfin, de concrétiser ce projet de thèse. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont été importantes pour vous accompagner, vous inspirer tout au long de ce processus a fait de vous une docteure? Oui, alors moi j'ai vraiment découvert en fait un élément qui m'a aidé à avancer au-delà de ma directrice de thèse, c'est ma participation à des colloques ou à des événements scientifiques en tant qu'intervenante ou simplement en écoutant les échanges avec d'autres enseignants, des chercheurs qui étaient présents et qui m'ont dit mais c'est génial, ton sujet voilà, est super intéressant et qui m'ont aidé en fait encouragé. Ça c'était un élément très important et qui me disaient clairement mais oui dans 4 ans voilà tu seras docteur donc parfois, quand on a du mal à se dire j'arrive plus, je suis perdu, parce qu'il y a des moments de vide aussi, on a l'impression, et j'ai eu des moments où je me suis dit bon, je vais arrêter, je la terminerai pas, tant pis. Et ça a été des échanges vraiment très importants, puisque je me suis rendu compte que d'autres personnes croyaient en moi et croyaient en la validité de mon sujet, et ça m'a porté, ils m'ont conseillé, ils m'ont encouragé en m'expliquant que c'était très intéressant, et cet intérêt, cet échange, alors avec des doctorants qui disaient mais on était dans le même bateau que toi, ou qui sont devenus docteurs par la suite, hein, et je trouve que cette solidarité, en tout cas, avec d'autres docteurs
doctorant, même jusqu'au bout, hein, parce que même pour ma soutenance, j'ai voilà d'autres collègues qui m'ont soutenu, qui m'ont expliqué, etc. Ça permet de se dire, mais je suis pas toute seule déjà. C'est dur, mais c'est pour tout le monde. Et finalement, bah, c'est une étape à passer. Donc ça, c'est du côté doctorant. Et puis du côté colloque, professeur, etc. Bah, c'est l'idée de se dire, mais il me donne des pistes, il m'aide, il y a des contacts. Et c'est en fait ce travail de terrain, de contact, de tiens, il y a une piste à creuser, il y a un ouvrage qui a été publié, etc. Ça a été vraiment très très important, ce contact humain. Et je pense que ça a vraiment enrichi énormément mon travail de terrain aussi. Donc vous validez l'idée qu'il y a bien une communauté universitaire. Ah oui, 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 au sens plein du terme, effectivement. Ça, c'est ce que j'encourage aussi actuellement mes étudiants. Si vous ne savez pas sur quel sujet travailler en termes de recherche, je leur dis toujours, la première chose, c'est un sujet qui doit vous plaire. Ça, c'est le premier élément. Et la deuxième chose, c'est mais allez assister à des colloques, à des journées d'études, à des séminaires. Vous allez rencontrer d'autres personnes qui ne sont pas forcément vos enseignants et vous allez peut-être avoir, voilà, la petite étincelle et vous dire, ça y est, j'ai trouvé mon sujet et vous allez aller vraiment vous investir pleinement dans ce sujet-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est passionnant. Après, par rapport à mon sujet aussi, je travaille sur le théâtre contemporain. C'est un sujet avec le théâtre qui est vivant. Donc j'ai pu avoir l'immense chance d'échanger avec des auteurs qui m'invitaient au Théâtre National. Voilà, j'ai vraiment eu des liens très importants avec les auteurs avec lesquels j'ai travaillé, avec des points communs aussi. Moi, je me retrouve aussi dans le discours d'Aïcha Yacoubi. Elle m'a parlé un petit peu de son histoire personnelle. Donc il y avait des choses que je comprenais sans qu'elle ait besoin de mettre des mots dessus, si vous voulez. Et donc c'est quelque chose qui m'a vraiment, en tout cas, pleinement permis de d'arriver au bout de cette grande traversée. Oui, et puis c'est l'intérêt. Moi, je défends beaucoup ça auprès de mes étudiants. Alors, eux, enfin, de doctorants qui travaillent pour le coup sur l'Amérique latine, mais sur le maintenant. C'est-à-dire voilà, c'est pas au siècle dernier, c'est maintenant. Qu'est-ce que le monde est en train de devenir? Et dans ce monde qui est en train de devenir, la littérature a des choses à dire. Donc, je ne peux que être pleinement, enfin, en adéquation avec ce que vous dites, hein, sur la nécessité d'écouter et de voir la littérature. Bon, vous avez dit, j'ai traversé des périodes où j'avais envie d'arrêter, jeter l'éponge, je me suis dit que j'y arriverai jamais, etc. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous arrivait? C'était des périodes où j'avais lu les pièces, etc. Déjà, les années défilaient assez rapidement. Après, avec la mise en place du CSI, ça a été des moments importants où ça me reboostait un petit peu parce que avec le travail, je rentrais tard. Voilà, j'avais une charge aussi, une vie familiale assez conséquente. Donc, il y a des moments où j'en avais un petit peu assez concrètement pendant mes vacances de consacrer mes vacances au travail. J'avais l'impression de jamais voir le bout. Et en fait, les CSI, c'était un petit peu les moments où il y avait un moment où il fallait finalement faire le bilan à un moment donné au niveau de l'année, du travail qui avait été réalisé. Et en fait, d'avoir sur le papier tout ce que j'avais déjà pu faire, c'était matériellement quelque chose qui me stimulait. Et aussi le retour des enseignants avec lesquels j'ai pu échanger, qui me disaient, mais c'est bien, ou oriente-toi plutôt vers tel et tel aspect. Donc ça a été les moments qui m'ont permis d'y arriver. Après, il y a eu la grosse difficulté de rédiger la thèse, où là, on se dit, il faut s'arrêter. Et ça a été un point important parce que il faut se dire qu'il faut arrêter, même si on n'a pas tout terminé, même s'il y a encore des choses à dire sur le sujet, etc. Il est important de mettre un point et c'est la phase d'organisation, etc. Donc là, c'est vrai que ça a été une partie assez dense où je me suis pleinement consacrée à la rédaction en mettant de côté tout le reste. Donc c'est des sacrifices que j'ai dû mener, mais ça a payé. Donc il y a vraiment plusieurs temps avec différentes difficultés qui ont fait que j'ai pu les surmonter par le biais des échanges dans le cadre des CSI, par exemple, ou en me disant, mais voilà, là maintenant, il faut dire non au reste et se consacrer pleinement à la thèse, à la rédaction, pour arriver au bout du processus. Et puis, il y a le calendrier aussi qui est fixé par l'université, c'est qu'une thèse, ça lie dans le temps aussi. Et donc, je me disais, mais mince, j'ai déjà écrit pas mal de choses, c'est un travail assez conséquent. Voilà, j'ai vraiment envie d'arriver au bout et il faut que ça se termine, quoi. Donc ça a été aussi un élément qui m'a aidé à avancer. Mais de toute façon, je pense quand on a des moments de baisse un peu de régime, il faut en parler parce qu'en échangeant avec d'autres personnes qui m'ont expliqué aussi, mais moi aussi ça m'est arrivé, ou moi j'ai discuté avec des professeurs qui m'ont dit, mais ouais, mais s'il manque des choses à ta thèse, c'est normal. Voilà, c'est fait pour, il y aura des choses à discuter le jour de la soutenance, etc. Et ça permet un peu de désacraliser la perfection de la thèse en disant, bon, ben, il y aura toujours des choses à améliorer. Puis c'est du contemporain. Donc ça passe assez vite. Je veux dire, là, ma thèse, voilà, il y a d'autres éléments, d'autres choses qui ont été publiées entre le mois de décembre et le mois de février. Et donc, effectivement, c'est des choses qui s'actualisent et qui sont aussi stimulantes de se dire, bah, tiens, j'ai apporté ma petite pièce à l'édifice, puis elle se poursuivra. Quelqu'un d'autre la poursuivra ou je la poursuivrai.
bien sûr. Alors là, vous avez beaucoup insisté sur la difficulté de finir. Vous avez dit, voilà, laisser les trous et on les compte. Mais est-ce que le début, le démarrage, la page blanche, tout ça, ça a été difficile de commencer à écrire la thèse? Au contraire, au début, c'était difficile, puis c'est progressivement que ça s'est enlisé, etc. Ou, enfin, c'était quoi, vous, votre problème, là, le début ou la fin? Où est la fin? C'était plutôt la fin. Parce que le début, j'étais vraiment en raccord avec le planning que je m'étais fixé, c'est-à-dire travail de terrain, recherche, voilà, état de l'art, etc. Ça, j'avais très bien fait. C'était plutôt la fin parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire? Hein. Comment je vais pouvoir mettre en forme les choses? Donc, c'est un petit peu... Mais à partir du moment où j'étais rentrée dans la phase de rédaction pleine, où j'avais pris un peu mon rythme, là, c'était parti. En Ouais, fait, j'arrêtais pas. C'est pour ça que j'étais vraiment entre parenthèses pendant 3 mois où j'ai pleinement travaillé parce que ça me permettait ça y est, je savais comment faire pour rédiger, etc. Donc c'était bon, j'étais partie. Au début, j'ai vraiment eu du mal à me dire comment mettre en forme les choses, etc. J'ai beaucoup travaillé sur des plans que j'ai retravaillé, des choses ouais. que j'ai écrites, que j'ai laissées après. Mais en fait, au début, il faut vraiment pas se formaliser sur l'aspect, ça doit être super bien rédigé, bien formalisé, etc. J'ai écrit en quantité, et puis après affiné. En me disant, non, mais ça finalement, c'est pas bon du tout, donc je vais l'écarter. Mais c'est pas un problème. Parce que si on commence à se dire, le problème de la page blanche, c'est de se dire, il faut que ça soit parfait du premier coup, ce qui ne l'est jamais. Il est préférable de d'abord lancer des idées, des choses comme ça, et après d'y revenir et d'alimenter, se dire, tiens, ça peut se recouper avec ça. Tiens, j'ai lu autre chose qui pourrait être éclairant. Et de fonctionner comme ça, donc graduellement. Et alors, est-ce que vous avez été une doctorante obsessionnelle qui pensait le matin, le midi, le soir, qui en a rêvé Alors, je crois que je n'ai pas eu le temps parce que j'ai donc une charge familiale assez conséquente. Et puis, bah voilà, il y avait aussi mon travail, etc. Mais je pense que j'ai vécu ma thèse dans les meilleures conditions possibles, dans le sens où, comme je travaillais beaucoup, le contact avec mes étudiants, ça me faisait vraiment déstresser, dans le sens où ils avaient d'autres problématiques. Voilà, je leur apportais, je me sentais utile, etc. Donc, j'ai pas eu le temps d'avoir ce stress parce que j'étais très occupée. Si c'était à refaire, je le ferais comme ça parce que ça me permettrait de me dire, mais non, c'est pas l'image effectivement du doctorant qui se lève à 8 heures et qui est là tout le temps dans son bureau, qui a pas de vie sociale, qui sort pas, etc. Non, pas du tout. Je pense qu'au contraire, ça peut être un élément vraiment qui booste la personne et qui se dit, bah voilà, il y a un moment où il faut un petit peu se ressourcer pour être plus productif et mieux voir les choses aussi. Hein, se distancier parfois, c'est pas mal. Et moi, des fois, dans des échanges avec des élèves qui me parlaient de leur famille, voilà, qui étaient issus de différents pays. Je me suis dit, ah, ça c'est intéressant, ça peut me... Voilà, dans des échanges informels qui ont rien à voir avec le monde universitaire, c'est des choses qui parfois, je me suis dit, tiens, ça c'est une bonne piste à creuser. C'est une question que je m'étais pas posée. Et donc, voilà, ça alimentait en tout cas ce travail-là aussi. puis de Donc non, je rester pense qu'il dans faut le vivre réel? quand même pendant sa thèse. Hmm. Voilà, de rester dans le Comment? réel, c'est de rester dans le réel, ça rassure sur le fait qu'il y a pas que la thèse au monde, quoi. Et que donc bon, c'est Oui, oui, une oui, oui. circonstance. Ouais. Alors, s'il y a une chose que vous changeriez de votre thèse dans la façon que vous avez eu de procéder, je sais pas, le plan ou un truc du corpus où vous dites non, mais rétrospectivement, je trouve que c'était pas très très opportun, ou qu'est-ce que vous changeriez? Je changerais peut-être ma partie où j'explicite toutes les formes en fait théoriques sur le théâtre, parce que finalement j'aurais pu pleinement le faire directement dans mes analyses, sans pour autant consacrer toute une partie un peu très théorique sur ces aspects-là. Parce que je trouve que oui. Pour quelqu'un qui n'était pas du tout spécialiste du théâtre, ça pourrait effectivement être important. Mais là, en l'occurrence, ça m'a pris beaucoup de temps et j'aurais pu le consacrer sur d'autres éléments d'analyse. Donc voilà, cet aspect-là. Et vous l'avez fait parce que vous aviez l'impression que vous aviez des comptes à rendre, parce que souvent le doctorant veut blinder, entre guillemets, son travail en disant, voilà, oui, je sais qu'il faut que je sache ça, donc le voilà, et on rend un peu des comptes. Et puis après, quand on fait des articles, sa recherche ultérieure, on n'a pas besoin toutes les 5 minutes de mettre des notes de bas de page et ses références théoriques. Donc est-ce que vous pensez que ça procédait de ça, la quête de... Euh, je pense que ça procédait du fait que j'étais un peu perfectionniste dans le sens où oui, Ah, il fallait que je définisse vraiment tout, tout, tout. Pour moi, c'était d'accord. vraiment étape par étape. D'abord mettre, alors que finalement, c'était des outils que j'utilisais déjà,
et qu'il n'était pas nécessaire de bien redéfinir. Donc je pense que c'est peut-être une erreur de débutant dans le sens où j'y ai accordé beaucoup d'importance, mais c'est vrai que rétrospectivement, c'était pas le plus intéressant de la thèse. Le plus intéressant, c'était de traiter les œuvres, de voir leur portée, de réfléchir aux modalités de mise en œuvre, etc. Et oui, je pense que cette partie-là, elle n'était pas, en tout cas, la plus opérante. Bon, mais on mûrit. En plus, vous, c'est intéressant parce que vous avez déjà ce recul alors que vous avez soutenu votre thèse, en gros, il y a 2 mois. Donc, Oui, oui, oui. et c'est pour les futurs doctorants, c'est intéressant de dire, bon, on s'accroche à certaines choses alors que progressivement, leur importance se dilue et on s'inquiète d'autres choses. Alors justement, comme vous avez soutenu il y a peu, je trouve toujours intéressant de voir qu'est-ce que... Alors, le facteur oubli n'a pas vraiment joué, mais qu'est-ce que vous retenez de la journée de la soutenance? Alors, à la journée, ça veut dire pas simplement la soutenance en elle-même, mais des choses qui ont pu se passer avant, le matin ou le soir. Voilà. Quand vous y pensez, vous pensez à quoi? Bah, c'est passé très vite. C'est passé très très vite. Alors que généralement l'image qu'on en a, c'est un long calvaire, quoi. Généralement c'est l'image qu'on a. Et moi c'était pas du tout ça. C'était complètement le contraire. Ça a été des échanges et des discussions vraiment assez intenses et passionnantes. Donc j'ai pas vu le temps passer. Et puis bah, c'est vrai que j'avais posé des questions aussi à d'autres doctorants en amont pour voir un petit peu comment ça se passait. J'en avais discuté aussi avec une collègue à moi, mais elle me disait, mais profite de ta journée. La journée de soutenance, ça doit pas être une journée torture, au contraire. C'est un peu l'aboutissement d'un travail long, et c'est le moment d'échanger, de pouvoir en parler de vive voix, de tout ce travail qui a été réalisé sur un papier. Et donc, je pense que oui, c'est le meilleur conseil. Si j'avais à conseiller, je dirais, profitez pleinement de cette journée. Voilà, moi, j'avais demandé à mes proches de venir aussi. C'est important qu'ils puissent assister à ce moment-là. Et je regrette pas parce qu'on a passé tous un bon moment. J'ai mes enfants qui sont petits et qui se demandaient, alors t'es docteur, tu veux nous soigner, maintenant on n'aura plus besoin. Donc bon, c'était un petit peu la petite boutade de mon fils de 5 ans qui me dit j'ai plus besoin d'aller chez le docteur. Donc bon, oui, c'était vraiment un moment intense. J'ai eu la chance aussi d'avoir un jury merveilleux, génial. C'était pendant la période de Noël à Strasbourg. Il faisait extrêmement froid, mais en tout cas, j'en garde un très très bon souvenir humainement et intellectuellement. Les échanges qu'on a pu avoir. Il y avait aussi des auteurs qui ont pu participer en visio, à distance. Donc ça m'a beaucoup touché aussi de cette présence-là. Des collègues aussi, une collègue d'arabe qui était à l'Université de Lorraine aussi a assisté. Donc voilà, en tout cas, c'était un moment riche humainement et intellectuellement. Vous avez versé une petite larme? Non, j'ai pas eu le temps. Ok. Alors, qui étaient les professeurs qui composaient le jury? Alors, il y avait donc la présidente était Madame Antonia Amo Sanchez de l'Université d'Avignon. Il y avait également Madame Lobo de l'Université de Montpellier, Madame Kerstin Bauer de l'Université de Münster et Madame Denouze, professeure d'arabe de l'Université de Lorraine. Très bien. Et aujourd'hui, dans quelle mesure vous avez l'impression que vos enseignements ou votre façon d'envisager votre recherche, bref, l'enseignante et la chercheuse que vous êtes, comment est-ce que vous avez l'impression qu'elles ont été modelées par ce travail de thèse, en dehors des Alors, ce que je thématiques, retiens, etc., hein, oui. en dehors des thématiques? Oui, en dehors des thématiques, ce que je retiens, c'est vraiment le travail, les échanges que j'ai pu avoir avec ma directrice de thèse, qui a été intransigeante au niveau de la forme et des éléments. Elle a été vraiment d'une exigence importante et je la remercie parce que cette exigence, elle m'a permis d'apprendre à améliorer les erreurs que j'avais. Je me suis rendu compte en fait des difficultés que j'avais qui étaient d'ordre rédactionnel ou de travail ou de méthodologie et ça a été extrêmement précieux de pouvoir suivre ses retours, etc. Parfois, c'était un petit peu bon, au début, tout était barré, donc je le dis tout de suite. Comme ça, au moins, alors on a cette sensation de se dire, mais mince, alors rien n'est bon, etc. Et à mesure, on voit que les choses, ben, commencent à se mettre en place, etc. Et on prend conscience que, eh ben, on a développé effectivement des aptitudes et que tout ce travail de précision et de suivi, on développe des compétences. Donc, il faut pas avoir peur de se dire, je vais montrer à mon directeur de thèse et puis il va dire que c'est pas bon ou c'est à refaire. Au contraire, hein, parce que c'est ce qui vous fait grandir et c'est ce qui vous fait améliorer votre travail. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui restera de manière indélébile du point de vue scientifique, la rigueur de ma directrice, les conseils, sa méthodologie, même pour un détail près.
Et ça, je pense que c'est quelque chose que je garde. Vraiment, cette nécessité d'être très rigoureux dans toutes les citations, tout ce que l'on dit, pourquoi tel mot et pas un autre mot. Et ça a été, en tout cas, précieux. C'est ce que j'essaye de continuer à faire, en tout cas, dans mon travail en tant que chercheuse. Et ces bonnes bases, elles sont vraiment essentielles, dans la vie d'un chercheur. Et ça vous a changé comme prof? Oui et non. Oui pour la rigueur, parce que ça m'a permis aussi de me dire qu'il faut extrêmement être rigoureuse aussi par rapport aux attentes qu'on a des étudiants, même si parfois maintenant les étudiants que nous avons ont parfois des difficultés. Oui aussi, du point de vue, j'étais étudiante aussi. Donc ça m'a permis de me mettre dans une posture d'étudiante, de voir également ce que ça fait quand on retourne, voilà, on a un retour qui est parfois pas en adéquation avec les attentes qu'on avait. Donc oui, ça m'a forcément forgé, effectivement, à être une meilleure prof, à être peut-être une meilleure chercheuse aussi, de manière assez humble, hein, puisque je commence. Voilà, je reste quand même en lien avec ma directrice de thèse, puisque quand j'ai quand même des petites questions, ça peut être toujours intéressant de bénéficier de son expérience. Et ça, c'est précieux, je trouve, hein, parce que c'est toujours ça nous permet d'avoir des raccourcis, en fait. Voilà, je voudrais travailler sur tel sujet, comment faire. Ça nous permet d'aller beaucoup plus vite et plus efficacement. Et faut pas avoir, voilà, faut poser des questions, ne pas hésiter justement à demander à des chercheurs plus aguerris de nous guider ou de nous conseiller. Je pense que c'est précieux. Oui, oui, la transmission, c'est très important quand on s'inscrit dans un processus pour devenir un chercheur. Et alors, bon, là, vous avez soutenu il y a peu de temps, donc j'imagine que vous vous êtes pas précipité sur votre volume de thèse pour le relire après les vacances de Noël. Donc, est-ce que vous avez l'intention de relire votre thèse ou par une espèce de superstition, vous allez ranger ça quelque part et vous ne voulez plus en entendre parler au risque de trouver des horreurs ou de vous dire, oh là là, oui, d'accord, bon, d'accord, cette page, elle était formidable, j'avais une intuition, etc. Mais en même temps, quel réseau de maladresse, bref, elle est où la thèse? Est-ce qu'elle est rangée ou est-ce que vous l'attendez et vous allez vous en occuper dans pas longtemps pour en faire quelque chose? Oui, j'aimerais bien en faire quelque chose puisque les échanges que nous avons eus avec le jury m'ont engagé dans cette voie-là, notamment sur cette littérature de seconde génération qui prend la voie sur cette thématique de l'altérité migrante. Donc, je ne l'ai pas encore relue, mais je souhaiterais la retravailler en tout cas au courant de cette année pour une publication parce que ça me semble précieux. Au-delà de l'aspect académique, pour moi, c'est très important de pouvoir donner une visibilité à cette littérature-là, à cette production-là. C'est encore en résonance avec mon parcours personnel, hein. Et j'aimerais, en tant que chercheuse, apporter ma pierre à l'édifice aussi, montrer que cette littérature existe, que c'est une littérature qui apporte aussi, et puis l'impact que ça peut avoir également sur le citoyen, puisque c'est un élément aussi très important dans le corpus que j'ai pu étudier. Alors, vous appréhendez cette relecture ou... Non, parce que je trouve qu'il n'y a plus l'impératif académique, je dirais, de soutenance, etc. Là, c'est un travail effectivement qui va être différent, un travail qui sera aussi enrichi et actualisé, forcément. Et donc, ça sera plus un travail avec une notion de plaisir plus intense, mais en même temps avec cette nécessité de rester aussi très rigoureuse par rapport au travail qui devra être rendu. Hmm. Mais alors, pas d'overdose. Alors, vous êtes prête là, hop, 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 dans les starting blocks pour reprendre, remonter en selle alors. Ah lui, c'est une thématique que j'adore, voilà. Donc lui, au contraire, hein, j'aimerais poursuivre, creuser davantage. Alors la question qui se pose dans mon cas, c'est que je suis à la frontière aussi, parce que comme j'ai analysé, alors j'ai mené des études. Ah oui, j'ai oublié de le dire, c'est que j'ai fait aussi un master pendant ma thèse d'arabe, Hmm. puisqu'il me fallait analyser des textes en arabe, puisque moi je maîtrise l'arabe dialectal, mais je ne maîtrisais pas l'arabe Ouais. littéraire. Donc ça a été. Alors c'est pour ça que je remercie aussi ma directrice de thèse à qui je disais, j'ai une vie de famille assez chargée, j'ai un poste en prépa. Elle me dit, mais vous devriez faire un master en arabe, il dit ça mais en même temps. Donc, bon, sur le coup, je me suis dit, d'accord, donc thèse plus master. Et franchement, un grand merci à elle parce que ça a été précieux. Ça m'a permis aussi d'accéder à l'arabe, qui est la langue de mes parents et que je ne maîtrisais pas. Donc ça, sur le plan personnel. Et ça m'a permis d'analyser des textes aussi en arabe et en espagnol, donc de pouvoir vraiment être dans ce domaine-là. Et par conséquent, je me trouve à la frontière puisque j'ai participé à des colloques donc de spécialistes de théâtre en arabe et aussi en espagnol. Donc voilà,
voilà, je me cherche encore un petit peu et puis je me dis aussi pourquoi trancher. Bon, peut-être qu'il le faudra à un moment donné, mais en tout cas, oui, c'est pour ça que je trouve que c'est passionnant. Et alors c'est intéressant parce que je me trouve quand j'assiste à des colloques en arabe, je leur dis mais j'ai l'impression que je suis un peu l'intrus et ils me disent oh non non, tu es la bienvenue. Et puis en espagnol, c'est un peu pareil parce qu'ils me disent ah, mais il y a que toi qui travailles sur un voilà, donc ça, c'est une position que finalement j'apprécie. Voilà, donc d'être et c'est pour ça que c'est stimulant parce que bah, je suis accueillie par deux grandes équipes qui sont éloignées mais aussi très proches historiquement et culturellement parlant. Mais oui, s'agissant de l'Espagne, évidemment. Et vous en avez donné déjà un certain nombre, mais quels sont les conseils sur lesquels vous voulez vraiment insister pour, à donner aux doctorants? Je pense aller à l'essentiel, éviter de se perdre dans des détails ou de vouloir faire quelque chose de révolutionnaire. Travailler sur des plans. Alors, par exemple, moi, j'avais d'abord élaboré un plan de ma thèse en posant la question de la pertinence de ce que je voulais démontrer. Donc ça, c'était un premier jet de plan qui, bien sûr, après, reconstruit, déconstruire, remodeler, mais ne pas avoir peur de reconstruire, démodeler, justement. Aussi, quand on lit un article ou une pièce ou quelque chose qui nous plaît, de commencer à en faire un petit jet. J'ai lu un article, j'en retiens deux idées, pas se dire je vais vraiment ficher l'article de A à Z en ne perdant aucun détail, parce que ça, parfois, ça va être inutile. On va y passer 3 4 heures et ça sera pas utile. Autant mettre quelques éléments et se dire finalement, après 2 mois, ah ouais, il est essentiel cet article, je vais y revenir dans le détail. Donc ça, c'est important. Et aussi participer à des événements scientifiques. Ça, c'est important. Nous, on nous le demande en tant que doctorant parce qu'on doit valider des heures de formation, etc. Je sais que certains doctorants disaient, oui, mais moi, ça m'embête, etc. Moi, j'ai explosé le quota de formation parce que j'en faisais beaucoup, mais c'était stimulant parce que je devais rendre des choses, parce qu'on a tous une forme de procrastination, et moi, j'en ai une qui est assez marquée. Et aussi se dire, ben, je vais rendre compte et forcément, je vais avoir un retour qui sera peut-être pas positif, mais ce feedback, il est à prendre parce que ça va me permettre d'avancer dans mon travail de recherche. Et moi, ça a vraiment beaucoup fonctionné pour moi. Et avec ce feedback, etc., un plan, un feedback, aller à l'essentiel, revenir sur les articles s'il le faut. Et ça m'a permis de mener à bien ce long travail. Et alors, pour finir, est-ce que vous pouvez prendre votre thèse, Oui, alors la version papier ou le fichier, si, voilà, la là, version voilà. papier, d'accord, belle thèse, et nous ouvrir l'introduction et nous en lire la première phrase ou la deuxième s'il vous semble que ça fait plus sens, et nous en faire un commentaire, c'est rétrospectivement à 2 mois plus tard, que pensez-vous de cette première phrase? Donc, la première phrase de ma thèse est la suivante. Ces dernières années, les crises migratoires et identitaires n'ont jamais autant été d'actualité. Et oui, rétrospectivement, je pense que cette phrase, elle est encore d'actualité, avec toutes les crises qui marquent encore l'actualité internationale, et puis aussi ce rejet de l'autre qui malheureusement, cette dernière semaine, a été encore plus accru. J'avais terminé ma thèse avec une référence à Trump, puisque à ce moment-là, il y avait encore les élections, un petit espoir, mais malheureusement, cet espoir a été vain. Et je pense que effectivement, elle a encore une résonance plus importante puisque quand on voit ce rejet de l'autre, de l'altérité, l'horreur des migrants, et justement ce rejet de l'autre qui devient de plus en plus marqué en Europe et au niveau international, eh bien, je pense qu'effectivement, il y a une résonance très importante et que la littérature peut apporter là où le politique n'a pas pu, c'est-à-dire que la littérature peut avoir une résonance sur le citoyen et avoir en tout cas un impact pour essayer d'ouvrir les yeux, les cœurs et porter les voix de ces migrants qui vivent des atrocités. Donc la littérature n'est décidément pas impuissante alors. À mon sens, non. Au contraire, hein. Je pense que justement, la littérature, que ce soit sur la thématique que j'ai abordée, mais également sur la notion de mémoire historique, qui est un élément important aussi, la littérature a pris à bras le corps ces problématiques qui ont été ensevelies par le politique et l'histoire au sens large du terme, et s'en est emparé pour faire bouger les choses de manière peut-être vraiment limitée, mais en tout cas, il y a eu un impact très important. Et je pense que cette littérature aussi sur la production migratoire, elle est essentielle, encore plus dans les crises qui marquent justement les différents pays où les migrants doivent fuir pour différentes raisons, mais en tout cas un rejet de l'autre qui met en évidence aussi une fermeture de soi qui est assez inquiétante par rapport à tout ce qui s'est passé, en tout cas tout au long du XXe et XXIe siècle.
Eh ben, merci beaucoup. J'aime bien qu'on finisse sur cette note où c'est pas tellement d'espoir, mais c'est surtout de réaffirmer la place et l'importance de la littérature dans le monde dans lequel on vit et de dire qu'elle peut jouer un rôle pour être une espèce de contre-discours, de contre-mémoire et de porter d'autres modèles pour demain. Parce qu'on a l'impression que demain sera fait des modèles proposés par l'économie, le politique et encore si l'économie, disons, voire le diplomatique. Et là, on se dit non, la littérature aussi a des modèles. Et donc, je suis très contente que vous finissiez comme ça. Donc, je vous remercie beaucoup et globalement d'avoir accepté de participer au projet Ma thèse et moi. Merci à vous.